tiers-livre, une série qui s'intitule Les numériques. Je la fais quotidienne, non pas pour vous astreindre à ce visionnage, mais moi, pour que ça me pousse là dans les retranchements. Donc il y a 10 ans, je publie un essai, après le livre, avec une quarantaine de petits chapitres. Et là, ce serait celui qui m'aurait le plus valu la volée de bois vert. J'avais osé écrire « Le livre numérique n'a pas d'épaisseur ». D'abord, c'est pas seulement l'épaisseur du livre, c'est la spatialité. Là, je sais très bien où sont mes livres d'art et de photographie, où sont mes Lovecraft, où sont les livres dont je me sers plutôt en atelier d'écriture, ou un petit coin qui est plutôt les livres sur la ville, ou un petit coin qui est plutôt les livres sur le livre, comme l'apparition du livre de Lucien Febvre. Dans l'épaisseur du livre, là vous avez tout ça, c'est uniquement les index, les références bibliographiques. On pourrait se dire que plutôt que d'aller toujours à la fin et revenir, eh bien, c'est à ça que ça sert, l'hypertexte. Et c'était important cette question de spatialité, parce que là, je parlais de ma chambre, vous entrez dans une librairie. Vous savez où est la philosophie, encore maintenant, entre le développement personnel et l'astrologie, c'est pas facile à trouver le petit coin philosophie. Mais vous avez le rayon histoire, dans le rayon histoire, vous pouvez trouver un classement par siècle, idem pour la littérature, et avec la littérature francophone, par exemple, Chamoiseau ou autre auteur vivant ou né dans les Caraïbes, il est dans la littérature francophone et pas littérature française, donc la spatialité, ça règle pas toutes les questions, mais vous mémorisez et vous triez par un volume spatial dans lequel votre propre corps, là, cherche, arpente, saisit, regarde qu'est-ce qui est à hauteur. Par exemple, si vous voulez que vos livres soient sur un présentoir vertical et pas à plat sur les tables, dans la plupart des chaînes, eh bien, ce sera vous qui allez payer un petit supplément, etc. C'est pas des questions si simples que ça. Maintenant, la question c'est, je prends mon Lucien Febvre, la spatialité intérieure au livre. C'est-à-dire qu'un livre sans épaisseur, combien 6 parois, il y a 8 angles, mais dans ce pavé, et je le dis sans rien que juste pour m'éviter le mot tétraèdre ou octoèdre ou parallélépipède, etc., etc. Quand vous avez lu un bouquin il y a longtemps et que vous cherchez à retrouver le passage, ça on y reviendra souvent en parlant aussi de ce qui se passe, comment le numérique nous contraint aussi à réfléchir sur la physiologie même de la lecture. Vous savez que le passage est plutôt vers le début, plutôt vers la fin, et puis il y a ce savoir un petit peu vaguement inconscient, mais qui est tu te souviens que c'était sur une page de gauche plutôt en haut, ou sur la page de droite plutôt vers le bas. Et la mémorisation que tu as du passage est liée à là où comment ces quelques lignes matériellement se disposent justement dans l'épaisseur du livre. Alors, est-ce que l'épaisseur en soi est un critère, et comment on va remplacer cette idée de l'épaisseur absente dans un outil qui, lui, est fin comme ça, il est ancien, ou fin comme ça, il est un peu plus récent, mais il a au moins 5 ou 6 ans, c'est inusable. Et là, je voulais qu'on voit ça de plus près. C'est-à-dire, j'ai pris 3 livres. Par là, un livre classique, je m'en suis déjà servi. J'ai récupéré ça chez mon grand-père maternel, dans cette armoire aux livres. Donc là encore, la spatialité de l'armoire, la spatialité de la vitrine, le grand Balzac relié cuir, et c'est ça aussi pour moi le lien un petit peu profond dans mon travail. J'ai eu cet essai après le livre, et ensuite je suis passé dans quelque chose qui s'appelait autobiographie des objets. C'est-à-dire en quoi le fait que l'ordinateur avale ce avec quoi on écoute de la musique, ce avec quoi, comment on trie les photographies et comment on classe nos albums, ou avec le téléphone, comment on prend les photographies, eh bien, autobiographie des objets,
se terminait par un retour à cette armoire aux livres absente du grand-père. Mais elle n'est pas absente, elle est dans un grenier chez mon cousin aveugle, et le fait que Jean-Claude, mon cousin, soit aveugle fait que ces choses ont pu traverser des décennies, et quand j'ai besoin d'un livre, il me le donne. Ça, c'est nos affaires familiales. Là, c'est un livre de problèmes d'échecs de mon grand-père. Je ne sais pas s'il était bon joueur, grand joueur, mais je pense que le jeu d'échecs devait tenir de la même symbolisation intellectuelle que son travail d'instituteur, et le fait que l'instituteur, eh bien, il y a la littérature, il y a la poésie, il y a l'enquête sur les techniques en permanence. Et c'est cette question de la symbolique aussi de l'écrit qui me rattache à cette bibliothèque. Donc le livre, par exemple, il y a des choses découpées. Alors, dans quel journal ça pouvait être? Je n'ai même pas préparé. On est en novembre 1923 et c'est découpé. Comparé avant d'acheter un beau bijou chez Duzauzois ou chez Rigaud Paris, un air embaumé. Donc, c'était découpé, je laisse. Mais en tout cas, ces ajouts ou ces inserts dans le livre, vous voyez, il y en a un paquet. Si c'est découpé, ça devient un poème lettriste indéchiffrable. Le succès de Rafa et les ventes de 1900 par le gaz, etc. Et voici le problème d'échec. Mais le livre, en fait, c'est ce que vous en faites aussi avec ce que vous y insérez. Donc là, on a un livre avec épaisseur. Même, il avait acheté d'occasion, vous voyez. J.N. Gillet, office de notaire à Villers-Alleran, Marne, imprimerie, et il avait rajouté sa signature, indépendamment du cachet du précédent propriétaire. Mais je l'ai pris parce que dans cette même armoire aux livres, la dernière fois, par exemple, là, il y a encore des cajots avec des trucs qui n'ont pas de valeur, enfin, en tout cas, personne dans la famille juge intéressant de s'en encombrer, mais ça reste là. Par contre, il y avait celui-ci qui était tout petit, qui avait glissé là dans le fond. Je l'ai pris. Et est-ce qu'il a encore de l'épaisseur? Il n'est pas plus épais que mon Kindle. Presque pas. Il s'agissait de quoi? Je l'ai ouvert un petit peu avec curiosité parce que il est emballé avec, il est recouvert avec du papier craft soigneusement plié, lequel protège un autre emballage, cette fois venu de l'éditeur, et ça s'appelle Les Maîtres du Sonnet, Paris, Le Maire, je ne sais pas quelle année. Là aussi, il y a toujours sa signature manuscrite au grand-père. Et c'est un livre, petite collection rose, et la seule date, c'est justement sous la signature, je lis Bessay, B-E-2-S-A-Y, je crois que c'est dans les Deux-Sèvres ou le Nord-Vendée, 8 février 21. Mais 21, il y a 100 ans. Ça veut dire que en 1921, 3 ans après le retour de la guerre, mais bien avant, par exemple, que André Breton republie pour la première fois un Rimbaud surréaliste, mais on n'est pas très loin, mais c'est à peine 10 ans après le Grand Monde, dans des situations d'instituteurs identiques, avoir un tout petit livre de poésie, parce que la préciosité du sonnet, est-ce qu'il y a une table des matières? Ouais, oui, moi je suis obligé, comme lui, d'enlever les lunettes. La Fontaine, Racine, Victor Hugo, Sainte-Beuve, Auguste Barbier, rappelez-vous ce qu'en dit Baudelaire, Gérard de Nerval. Ça veut dire que le nom de Gérard de Nerval vient jusqu'à ce petit instituteur, de grand, hein, là, de Vendée, Musset. Oh, bah, ça change pas de ce qu'on trouve dans les anthologies. Un Baudelaire, sois sage, ô ma douleur. Oui, tiens, je te donne ces vers de Baudelaire, mais aussi un Sully Prudhomme, un François Coppée, un Paul Verlaine. Mon grand-père avait une vénération de Verlaine qui a duré ensuite. Si je vais page 103, mon rêve familier, je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui, etc., etc. L'inflexion des voix chères qui me sont tues. Alors, est-ce que là, c'est l'épaisseur du livre qui compte,
ou justement qu'il est si peu d'épaisseur qu'on peut presque l'avoir sur soi comme un secret. On est juste au même schéma, c'est-à-dire que la valeur symbolique ne tient pas à l'épaisseur. J'ai même, mais là je l'avais déjà depuis plus longtemps, là c'est un carnet manuscrit qui est un petit peu antérieur. Il s'arrête précisément le 28 février 1914 à 20h30 et ensuite des pages sont arrachées. Il est daté là d'une caserne, c'est-à-dire que 1914 et le jeune homme de pile 20 ans vient d'être mobilisé. Il va être envoyé à Verdun, dans l'immense mouroir. Et comme il sait lire, il a des lunettes, il a fait l'école normale d'instituteur à La Roche-sur-Yon. Mais en même temps, il est vendéen. Qu'est-ce qu'on va lui donner comme boulot? Tu seras ânier. On suppose que si tu es vendéen, tu sais te débrouiller avec un âne. Et si tu as fait l'école d'instituteur, eh ben, tu seras vaguemestre. Avec ton âne, tu iras distribuer le courrier. C'est à ça qu'il doit sa survie, probablement, le grand-père. Eh bien, école normale d'instituteur de La Roche-sur-Yon, il y a l'anthologie de poèmes qu'il se fait pour lui. Ouais, l'encre un peu effacée, José Maria de Heredia, par exemple. Je sais qu'il y a du Verlaine aussi, mes rêves, encore. J'aime suivre mon rêve aux trop brèves clartés, mon rêve large et puis oublieux et fragile, et je ne suis heureux qu'hors des réalités. Tu parles. La réalité qui va leur tomber dessus. Et puis encore un autre, rêve d'amour, et puis le rêve que j'aimais aussi profond qu'un songe, frêle comme une fleur, riche comme un été. Et puis, une fois à la caserne, une fois parti, il y a même une table des matières manuscrites, il y a sa signature, ce qu'il a écrit sur le front, il l'a arraché. Mais est-ce que ça, c'est pas un livre? Le livre qu'on se fait pour soi et qu'on emporte dans le grand mouroir de Verdun. Bon, j'en reviens à mes questions. Il n'y a plus de spatialité dans l'épaisseur. Comment vous vous souvenez de l'intérieur d'un texte? Évidemment, on va procéder par un autre renversement. Ce renversement, on l'explorera aussi sur la question de la mémorisation des itinéraires de recherche plutôt qu'une mémorisation directe des contenus dans nos usages du web et de l'Internet. Mais lorsqu'il s'agit du livre et de la bibliothèque, lorsqu'il s'agit de l'intérieur d'un livre, tout récemment, là, en atelier d'écriture, je suis parti de Pérec, espèce d'espace, un chapitre très bref, c'est à peine une page et demie, qui est sur les portes. Et l'idée d'une architecture où progressivement on passe de l'extérieur à l'intérieur sans porte. Et j'ouvre la recherche du temps perdu de façon numérique parce que je me souvenais d'une porte, celle avec le petit bouton ovale de Combray, et dans la recherche d'occurrence, immédiatement, s'affiche, en quelques secondes, je crois 247 occurrences du mot « porte » dans la recherche du temps perdu. Et c'était fabuleux, parce que dans ces phrases qui émergent, parce qu'on vous met là juste le mot et son tout petit contexte, on avait toute une série de portes vitrées. Et l'imaginaire remplaçait le fait que vous auriez pu reprendre la recherche du temps perdu, feuilleter, chercher, etc. Et donc, on n'est plus dans une mémorisation spatiale, on est dans une mémorisation par occurrence. Est-ce qu'elle est moins forte? Dans la vidéo précédente, j'étais sur cette idée de Jules César et des technologies, de ces guerriers gaulois qui, vêtus de peau, mais avec le corps entièrement nu, avant d'aller au combat, se le teignent en bleu. Donc dans Jules César, si je cherche comme occurrence bleu, je trouvais rien. Je l'avais inventé ce passage? Non, parce que Nisard avait traduit un pastel azuré. Et tout d'un coup, j'avais réellement ce passage, je ne l'avais pas inventé, avec l'idée qui correspondait à mon approche, c'est-à-dire que ces guerriers se teignent le corps en bleu. César dit c'est horrible. Donc César doit composer avec la peur que crée cette foule d'hommes nus peints en bleu devant ses propres soldats, eux équipés technologiquement d'un bouclier à la verticale et d'un pylône à l'horizontale. Est-ce que ça veut dire que les Gaulois
ne comprenaient pas le concept de technologie. Non, parce que ce qui est passionnant, par exemple, dans toute la section Vercingétorix, c'est qu'eux maîtrisent le feu. Ils ont de la poix en réserve, du goudron. On l'allume, on balance ses torches à la fronde, et les camps des Romains, pour être très rapides et très mobiles, ils sont en écorce, en branche, en paille, la même paille dont on se sert pour les chevaux. Donc, c'est la technologie du feu qui permet à Vercingétorix d'embarquer sa victoire. Donc, vous voyez, tout ça, c'est compliqué, mais la recherche par occurrence, j'avais cherché Pau, P-E-A-U-X, et puis tout d'un coup, j'ai eu tout ce qui revenait de cette question-là des Gaulois et de la technologie, y compris ce que tout d'un coup j'ai découvert. César admire que dans leur technologie de bâtisseurs de navires, ils utilisent une peau étendue, amollie, et donc en gros, les Gaulois inventent le parchemin, mais pour l'usage des voiles et de la navigation, et pas de cette matière qui bientôt va remplacer les rouleaux sur lesquels César, lui, écrit. Enfin, en tout cas, dicte son aéropage qui l'entoure, justement, les commentaires que nous, aujourd'hui, on lit. Digression ? Ouais, digression. Mais livre sans épaisseur, il interfère avec la bibliothèque. Hier, sur Facebook, un ami nantais, Adrien Maignan, témoigne que chez l'éditeur, un éditeur dont je respecte énormément le boulot, qui s'appelle Nous, N-O-U-S. Vous avez sans doute vu des maquettes de Nous. Il n'y a jamais le prénom, il y a une espèce de typo extrêmement austère, mais waouh, quel catalogue. Donc c'est une auteure canadienne qui s'appelle Liza Robinson, il y a juste marqué Robinson, et le titre c'était Le Temps. Je suis intrigué, un livre qui s'appelle Le Temps, je cherche Robinson Le Temps, je trouve son prénom, Liza Robinson, article Wikipédia, et là je découvre qu'elle a fait, que son premier livre s'intitulait The Baudelaire Fractal. Fractal Baudelaire. Et celui-ci n'était pas traduit. Peu importe. Je le télécharge immédiatement. Il apparaît sur mon Kindle et je découvre une lecture pour moi qui est déjà extrêmement importante, c'est-à-dire des variations. Là où pour moi, tout son univers de référence, les poèmes en prose de Baudelaire, je les connais tous. Mais les digressions qu'elle en fait sur comment entrer dans ces phrases de Baudelaire, « Anywhere out of the world », ça veut dire quoi aujourd'hui d'être hors du monde ? Eh bien, tout d'un coup, cette longue lecture, instantanément, elle m'arrive, elle a rejoint une bibliothèque qui marchera là en recherche par occurrence, c'est-à-dire que je pourrais taper là Robinson et j'aurais toujours accès là à un livre mince par rapport à ce que ce truc contient, avec l'intégralité des mémoires d'outre-tombe, un Rousseau complet, un Baudelaire complet, un Montaigne complet. Est-ce que c'est du trop ? Ben non, ça s'appelle justement par l'occurrence. Alors, je ne réponds pas au livre sans épaisseur, sauf que, est-ce que j'ai encore besoin, moi, de l'épaisseur du livre ? Dans les traités de Pascal Quignard, l'épaisseur est pour moi plutôt dérangeante parce que c'est des folios, il n'y a plus d'édition non poche de cet ensemble de 40 petits traités tirés de façon très artisanale. Et puis, je n'ai pas de version numérique, je n'ai pas de recherche par occurrence, alors qu'elle me serait tellement utile. Est-ce qu'à perdre l'épaisseur du livre, on perd le livre ? La réponse pour moi était dans ce très mince cahier du livre de poèmes que se constitue mon grand-père maternel au moment même où il est balancé à 20 ans dans l'enfer de la guerre et qu'il emporte un petit peu de Verlaine, parmi d'autres, recopiés à la main. À demain.